Répondre aux besoins énergétiques de notre société de plus en plus urbanisée tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, une tâche quasiment impossible, un défi immense qui place le secteur énergétique à la croisée des chemins. Quel rôle la société peut-elle jouer pour offrir un avenir d'énergie propre? C'est ce que nous allons voir dans ce numéro de Common Vision. Pour ce faire, je vous propose une rétrospective des discussions engagées tout au long de l'année avec différents experts à travers l'Europe. L'innovation a été l'un des thèmes de l'année 2011. Dès lors, qui mieux que Richard Branson pour en parler? Quelles sont les énergies propres qui, selon vous, changent vraiment la donne aujourd'hui? Y en a-t-il une qui vous frappe en particulier? Je citerai tout d'abord l'efficacité énergétique qui permet aux entreprises d'économiser de l'argent. Les entreprises ont fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Sinon, dans l'industrie aéronautique, il y a une énergie propre vraiment intéressante. C'est l'isobutanol. Il s'agit d'un dérivé du sucre qui peut être utilisé comme carburant par les avions car il ne gèle pas en haute altitude. L'US Air Force commence à l'utiliser. C'est une énergie d'avenir. Comme l'a dit Richard Branson, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les transports, on peut miser sur la technologie, mais il faut également modifier les comportements. C'est la position défendue par l'un des architectes du nouveau réseau de transport de Lisbonne au Portugal, Tiago Farias. Quel est le plus grand obstacle à la révision des réseaux de transport ici à Lisbonne? Les gens doivent comprendre qu'il y a plusieurs façons de comprendre la mobilité. Il vous faut être capable d'essayer, de tester et de comprendre les avantages de ces nouvelles solutions. Et je ne parle pas seulement des véhicules électriques, je parle du bus, du train, du métro. Toutes ces solutions ont évolué ces dernières décennies et les gens n'en sont pas toujours conscients. La plupart d'entre nous vivent dans des villes. En fait, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Alors comment rendre les villes plus compatibles avec le développement durable? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons parlé à des scientifiques de la South Bank University à Londres. Quelle est votre vision pour les 10 prochaines années? Selon vous, quel type de changements vont s'opérer en termes de consommation d'énergie, en termes d'efficacité énergétique dans l'environnement d'une ville comme Londres? Je pense que nous allons voir beaucoup plus de génération d'énergie in situ, c'est-à-dire produire de l'énergie au sein même de la ville plutôt que de la générer sur un réseau extérieur puis de la rapatrier. Ceci combine chaleur et énergie, réseaux généraux de chauffage, systèmes embarqués d'énergie renouvelable comme l'énergie photovoltaïque, l'énergie solaire thermique, les pompes à chaleur, le chauffage au sol et ainsi de suite. Le secteur des énergies propres évolue à toute vitesse, mais n'est pas épargné par les controverses. Un exemple, les biocarburants. Ils suscitent un vif débat sur l'utilisation des terres et des ressources en eau. Les biocarburants de deuxième génération, créés à partir de plantes non vivrières, ont fait leur apparition. Nous avons demandé l'avis de l'ancien directeur des Amis de la Terre, Tony Juniper. En termes d'énergie durable, le soleil constitue notre principale ressource. On l'exploite directement pour obtenir de l'électricité, du chauffage, ou indirectement avec par exemple le vent. Et puis, il y a également l'exploitation de la photosynthèse et la capacité des plantes à capturer l'énergie. La photosynthèse est au cœur du développement des biocarburants. Dès lors, je ne vois pas comment faire ce qui est nécessaire pour réduire les émissions de carbone et relever les défis inhérents sans se servir des biocarburants liquides et de l'exploitation de la biomasse. Bien sûr, l'un des meilleurs moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de commencer par consommer moins d'énergie. À Zurich, nous avons rendu visite à Google, une entreprise qui investit énormément dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. C'est ce que nous explique l'un de ses hauts responsables en Europe, Horst Hölzle. Nous avons amélioré un centre de données en diminuant les frais généraux de 140 à 50%. Certes, nous avons dû dépenser $25 000 pour arriver à un tel objectif, mais chaque année, nous économisons $65 000 en énergie.
Donc, il n'y a pas besoin de justifier de telles dépenses. Beaucoup de gens ne réalisent pas les opportunités qui se cachent derrière. Dans quelques décennies, où en serons-nous? À quoi ressemblera le secteur énergétique en 2050? L'experte allemande en énergie Claudia Kempfert nous a livré ses prédictions quand nous l'avons rencontrée à Hambourg. Nous pensons que les énergies renouvelables vont jouer un rôle majeur. La Commission européenne doit se fixer l'objectif de 80% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Évidemment, il y aura différentes solutions énergétiques à travers l'Europe. L'énergie solaire au sud, l'éolienne et l'hydraulique au nord. Il y a également les carburants alternatifs comme les biocarburants qui seront utilisés plus tard et qui sont des énergies renouvelables. Les avis et analyses d'autres experts en matière d'énergie et de développement durable vous attendent lors des débats organisés à Bruxelles et bien sûr sur Internet, commonvisions.net.